Donc bonjour à tous. J'ai été invité, je suis venu. Pour vous parler un petit peu en règle générale, des conditions dans lesquelles aujourd'hui il est difficile de pouvoir s'exprimer. Donc j'ai rien préparé. Je préfère la spontanéité et en même temps ça permet, je pense, la véracité et la vérité sur ce que les gens ils peuvent penser ou peuvent dire. À vous d'apprécier. Donc, comme vous savez, ce mouvement social découle de différentes opinions, différentes pensées, qu'aujourd'hui on a pu les mêmes libertés qu'on peut avoir, ou on est censé normalement avoir et qu'on n'a pas. Donc, on s'est tous aperçus, enfin pour tous ceux qui peuvent manifester et tous les autres qui n'ont pas la possibilité, par les contraintes, par les obligations, par la peur ou par d'autres choses, de pouvoir le faire, d'exprimer un mécontentement général sur notre condition de vie, en règle générale, qui passe par le fait de pouvoir être entendu, le fait de pouvoir aller là où on veut, le fait de pouvoir vivre décemment, de pouvoir être considéré, de pouvoir être légitime, de pouvoir être entendu, de pouvoir interagir sur les décisions qui sont prises nous concernant au quotidien, aussi bien dans nos institutions que dans la démocratie, dans tout ce que l'on vit au quotidien. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est muselé, on est mis sous tutelle, on a très peu l'opportunité de pouvoir prendre des décisions nous concernant, et on s'aperçoit que le système est fait que on nous impose de donner l'aval, l'autorisation à d'autres pour le faire pour nous, et en fin de compte, on s'aperçoit qu'ils ne le font pas. Ils le font que dans leur propre intérêt, donc c'est des enjeux de pouvoir et financiers, et qui ne prennent pas en compte réellement nos besoins. Voilà pourquoi on est sorti dans la rue, parce que on a perdu la confiance depuis longtemps des politiques, et on a perdu la confiance des syndicats, parce qu'on voit les difficultés qu'il peut y avoir aujourd'hui pour les salariés ou pour les gens qui attendent des résultats et qui, depuis longtemps, espèrent et puis continuent à ne rien avoir. Donc, tout ce en quoi les acquis sociaux qu'on avait, on va dire, depuis des années, on les a perdus. Et dès qu'on est sorti dans la rue pour dire stop, on n'en peut plus, parce qu'on n'arrive plus à vivre de ce qu'on produit, de l'argent qu'on gagne décemment, du système tel qu'il est, des répartitions, de la gestion des richesses, la gestion des patrimoines et la considération selon les personnes, les territoires où on habite. Par exemple, moi j'habite un quartier prioritaire qui est à Sevran, que vous avez déjà dû entendre dans les journaux quand j'habite le quartier où Stéphane Gatineau avait demandé les casques bleus. Donc je peux vous dire que, voilà, on les a eus, mais c'était des CRS. Donc imaginez-vous, vous voyez la répression qu'il peut y avoir aujourd'hui, comment ça se passe. Donc voilà, et selon les territoires aussi, où certains en province aussi, où ils sont éloignés de tout, ils n'ont pas accès aux services publics comme certains endroits, où ils ont des difficultés supplémentaires concernant la libre circulation, et aussi, pendant des années, les politiques ont essayé de financer du lien social par le biais de la politique de la ville ou par d'autres organismes. Eh bien, je pense qu'ils n'ont plus besoin de mettre de l'argent dans ça, parce que les Gilets jaunes, je pense qu'on a créé du lien social. Ça fait que des gens qui ne se connaissaient pas, qui étaient complètement différents, de territoires différents, de cultures peut-être, ou d'origine, ou d'éducation différente, de classes sociales différentes, tout d'un coup, se sont retrouvés, après un constat qui a mûri depuis des années, sur lequel on est tous d'accord, il n'était plus possible de pouvoir vivre décemment aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on est sorti dans la rue, et on s'est vite aperçu que si on ne le faisait pas nous-mêmes, personne ne le ferait pour nous. Voilà. Donc tout ça, vous êtes au courant, mais le fait de le dire, ça donne un sens pour ce pourquoi on se bat. Et moi, comme je vous ai dit, j'habite un quartier prioritaire où je vois que depuis des années, on a été stigmatisé, les lieux où on habite. Des gens ont été une concentration, le mot est fort, mais de personnes d'origine et de différentes socles ou difficultés sociales ont été concentrées dans des mêmes villes ou même espaces. On les a rejetés
plutôt en périphérique des grandes villes. Et cette montagne de difficultés sociales fait que, du coup, ils ont été délaissés, au même titre que dans certains territoires qui sont isolés. Sauf qu'il y a beaucoup de répression déjà depuis des années. Et moi, en tant que dirigeant associatif, je me suis battu parce que je n'attendais plus de l'État, je n'attendais plus des services publics, je n'attendais plus des élus de la ville qui n'ont pas fait le job. Donc j'ai laissé mon travail, j'étais directeur de magasin, ou dans mon métier, j'ai été aussi ambulancier parce que j'ai aussi un diplôme dans ça. Et je me suis retrouvé dans le social, sans expérience aucune, juste avec des idées et avec la volonté de vouloir faire les choses du fait que personne ne les faisait. Et j'ai monté des associations pour essayer de créer ce lien social, modifier la vie dans ces quartiers. Et croyez-moi, ça n'a pas été simple parce que des barrières, j'en ai eu. Et de la répression dans le quartier, il y en a eu beaucoup. Il a fallu se battre avec l'État, avec la ville et avec les institutions. Donc ça découlait naturellement que d'après d'aller sur l'appel du 17, on va dire, des Gilets jaunes. Donc on pourrait dire, oui, il y a des gens, ils sont Gilets jaunes depuis longtemps, mais c'est juste la continuité d'idées de façon à vouloir autre chose dans notre quotidien pour nous et pour pouvoir défendre nos différences et notre liberté d'expression. Et tous ces gens qui sont sortis en même temps et au fil jusqu'à maintenant, hein, on va arriver à l'acte 33, donc ça représente quand même 7 mois de mobilisation. Je pense que c'est historique parce que ça permet, malgré nos différences, aussi bien d'opinion, et comme je vous l'ai dit, d'origine, de classe sociale, d'éducation, de tout ce qu'il y a autour de nous, de pouvoir avoir compris qu'ensemble, on était d'accord au moins sur ça. Et tant qu'on ne se connaissait pas entre nous, c'était facile. Là où c'est devenu un peu plus compliqué, c'est quand les gens ont commencé à se lier d'amitié, à se connaître, à commencer à se rassembler. Et après, les divergences, comme vous savez, quand on est plus proche, elles apparaissent. Sauf que dans le fond, on est toujours d'accord. Après, il y a la méthode et la façon de faire. Et on a essayé de le faire au début un petit peu pour aller à l'encontre des institutions, pour dire, vous voulez qu'on fasse ça depuis des années, on vous suit, on fait le sacrifice, on fait des sacrifices, et on a décidé aujourd'hui de ne plus vous écouter, et on va aller à l'encontre de vos décisions, parce qu'en fin de compte, on n'a pas besoin de décider pour nous, on est capable nous-mêmes, dans notre quotidien, tous les jours, chacun d'entre nous, de prendre des décisions qui nous concernent, qui peuvent être très graves. Et on est sorti dans la rue, et on a décidé de le faire à la façon qu'on voulait, c'est-à-dire sans règles, juste dénoncer ce qui n'allait pas, mais ne plus accepter ce qui n'allait pas. Et quand on a vu toutes les difficultés qu'il pouvait y avoir, la répression qu'il y avait, les blessés qu'il y avait, on a décidé, on a peut-être été influencé aussi par des médias, des politiques, enfin je ne sais pas trop, d'organiser des manifestations déclarées pour essayer de le faire ensemble, de le faire de façon coordonnée. On a essayé. Et moi, pour avoir effectué toutes ces déclarations, ça va expliquer, d'avoir fait toutes ces déclarations, on a pu tout de suite constater que ça n'empêchait pas les violences policières, les violences d'État, parce que le fait de s'opposer à quelque chose qui est là, instauré depuis des années, qui est un rouage avec des intérêts, avec beaucoup d'intérêts les concernant, parce qu'ils ne veulent pas perdre les intérêts, ils ne veulent pas perdre le pouvoir, avec tous ces enjeux de pouvoir, avec tout ce système qui est mis en place, eh bien, ils nous ont opposés à la police, alors qu'on n'avait rien contre la police, mais ça a été la seule réponse, c'est de nous mettre face à face, de façon à se protéger. Donc ils ont utilisé toutes les armes qu'ils avaient, on va dire, les armes, là, d'abord, c'est les policiers, les médias, et toutes les fake news qu'il a pu y avoir, les mensonges, toute la manipulation verbale, endoctriner les gens sur ce qu'ils avaient l'habitude chez eux, parce que, pensez pas, les médias c'est important, parce qu'on a besoin d'eux, mais à la fois, dans les maisons, les gens, c'est, on va dire, c'est la seule relation qu'ils peuvent avoir avec ce qui se passe à l'extérieur. Sans forcément que ça soit vrai, mais c'est le cas. Et nous, on a dénoncé tous ces mensonges, les choses qu'on ne voulait pas. Et du coup, ils ont utilisé toutes ces armes-là, ils nous ont accusés de tout, et plus, ils ont eu une légitimité, les forces de l'ordre, pour nous réprimer, pour nous blesser, pour certains incarcérer, nous permettre aussi, leur permettre des arrestations qui n'étaient pas légitimes,
nous empêcher d'aller à des endroits de manifestation, ou quand on organisait des grosses manifestations, on était avec les provinces et ils avaient du mal à venir jusqu'à le lieu du rassemblement, aussi bien en car, dans les péages, donc il y avait des contrôles, il y avait des blocages, des trains qui ont été complètement vidés, arrêtés, où on les a empêchés de venir. On trouvait des excuses aussi pour les arrêter, peut-être 24 heures avant, 48 heures avant, et puis après on les relâchait sans raison, plus les répressions dans les coins de rue lors des manifestations. Dès que vous sortiez un petit peu des sentiers battus, il y avait de la répression, il y avait, on va dire qu'il y avait une légitimité pour la police de pouvoir agir. Et là où ils ont eu vraiment peur, le gouvernement, c'est quand ils se sont aperçus notre détermination. Et donc ils ont usé d'autres moyens, d'autres artifices, toujours les mêmes, mais avec une légitimité, en nous faisant passer pour des gens qu'on n'était pas. C'est-à-dire des extrêmes, hein, il n'y a pas besoin de les citer, mais bon, ça pourrait être antisémite, ça pourrait être autre chose, des gens qui voulaient juste renverser le pouvoir, renverser la démocratie, renverser nos valeurs, et nous faire passer pour des gens pas bien. Et beaucoup de gens les ont crus. Plus la répression, beaucoup de gens ne sont pas venus. Et on peut dénombrer énormément de blessés. Et je pense qu'aujourd'hui, ce à quoi on les tient aujourd'hui, je pense que la seule chose qui va leur permettre aujourd'hui de plier, parce qu'ils ont plié un genou, et comme ils ont beaucoup de force autour d'eux, ils utilisent tous leurs moyens, ils se sont relevés un petit peu. Même s'ils continuent à mentir en laissant paraître que tout va bien, qu'ils sont légitimes, que les gens, du coup, ils ont rebondi sur la politique, ils ont rebondi sur des tas de choses, je peux vous dire qu'ils ont peur et ils sont faibles. Et il faut vous dire qu'aujourd'hui, la seule chose qu'ils peuvent craindre, au même titre que tous ceux-là qui ont les pouvoirs, tous ceux-là qui ont de l'argent, ou tous ceux-là qui ont une légitimité, qui ont un confort, c'est la justice. Parce que ce qu'ils ont commis, ça ne pourra pas être effacé. Et je pense que, pour moi, en continuant et en les attaquant sur la justice, en s'occupant d'eux par rapport à cette question-là de choses qu'ils ne pourront jamais effacer, c'est sur ça qu'ils vont plier. Parce que quand on voit les différents gouvernements, quand on voit des hommes très connus, politiques ou quoi, c'est de ça qu'ils craignent le plus. Perdre leurs privilèges, perdre leur liberté et surtout leur image. Parce que c'est ce qui leur cause le plus de tort. Et c'est sur ça qu'on peut les avoir. Et je pense que là, il y a quelque chose qu'ils ne pourront jamais effacer, c'est la répression qu'ils nous ont faite. Et je peux comprendre beaucoup de gens qui ont été réticents à revenir dans les manifestations. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, dans la mesure où on est légitime, on a nos convictions, on sait pourquoi on le fait, il ne faut pas avoir peur d'eux. Parce qu'il y a des gens qui ont passé, on a dans l'histoire des gens qui ont passé beaucoup d'années en prison. Il y a des gens qui ont une expérience de la prison. Il y en a d'autres qui ont des expériences de garde à vue, tout ça. Il ne faut pas plier. C'est rien. Ça arrive, c'est rien, on n'en meurt pas. Un jour ou l'autre, on sort. Mais je peux vous dire qu'après, vous sortez encore plus fort. Et ça vous permet aussi d'aller au bout des choses, de vous dire que ce que vous défendez, c'est juste. Et que ce n'est pas ça qui va nous arrêter. On peut le voir pour certains manifestants qui continuent à manifester. Ils n'ont plus peur des gendarmes, de la police, des gazages, des tirs de LBD. Ils n'ont pas peur. On est habitués. C'est notre quotidien maintenant. Donc il a fallu s'organiser aujourd'hui peut-être pour éviter que beaucoup de gens soient blessés. Et c'est ce qu'on a fait au fil du temps. Donc on avait envoyé un communiqué de presse que je ne vais pas lire parce que sinon ça va être un petit peu long. Bon, il ne fait que 2 pages, mais il prend 2 minutes. Mais voilà, j'ai expliqué que du coup, ils nous ont mis la police en tant que mur et barrière, en tant que réponse à toutes les sollicitudes, toutes les questions qu'on se posait, toutes les choses qu'on demandait à ce qu'elles changent. Et pour résumer, du coup, un gouvernement digne ne doit pas répondre comme ça. Il doit répondre simplement parce qu'on a quand même voté pour ces gens-là. Ils ont été élus démocratiquement, même si on sait toutes les magouilles qu'il peut y avoir autour. Mais ils doivent nous rendre des comptes, parce qu'ils sont là pour nous, ils ne sont pas là pour eux. Et il faut savoir aussi que ce qu'on fait, ce qu'on dit, ça doit être entendu, on doit être légitime dans ça. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous empêche de pouvoir nous exprimer de la manière qu'on souhaite s'exprimer réellement. Et c'est pour ça qu'on arrive à tous ces excès. Et c'est ce qu'on combat, c'est ce qu'on essaye de combattre. Donc il y a David qui va continuer parce qu'il voit les gens après, qui sont dans le après-garde à vue, dans les situations de jugement,
Et voilà, et c'est important aussi d'avoir son témoignage pour compléter un petit peu toutes les difficultés qu'on a pu avoir. J'aurais pu rentrer dans des détails, des situations qu'on a vécues et tout ça, mais peut-être qu'on y reviendra après. Je vais le laisser parler un peu. Merci. Alors, je suis un petit peu moins optimiste que Fawzi concernant la justice, mais je reviendrai dessus et j'en expliquerai les motifs. Alors, il faut que vous ayez conscience en fait qu'on vit un moment historique. C'est vraiment un moment historique. En termes de répression, c'est du jamais vu depuis la guerre d'Algérie. C'est du jamais vu. Il suffit de regarder les chiffres en fait fournis par le ministère en fait de l'Intérieur. Vous avez eu 8500 gardes à vue en l'espace de 5 mois, puisque les chiffres que je vais vous donner, ce sont des chiffres à fin mars. Donc 8500 gardes à vue, vous avez eu 2000 condamnations, et sur ces 2000 condamnations, vous avez eu 40% de ces condamnations à des peines de prison ferme. Alors c'est historique, puisque la plupart des personnes qui ont été condamnées sont des primo-manifestants. C'est-à-dire que c'était la première fois en fait qu'elles participaient à un mouvement social. Non seulement ce sont des primo-manifestants, mais la plupart d'entre elles, environ 90%, avaient un casier vierge. C'est quand même assez important de le souligner. Les personnes qui ont été condamnées ne sont pas des activistes ou des extrémistes. Des délinquants. Ou des délinquants. Ces personnes avaient un casier judiciaire vierge. Ça, ce sont les chiffres. Alors, je vous ai dit 8500 gardes à vue. Sur 8500 gardes à vue, il y en a 2000, comme je vous l'ai indiqué précédemment, de personnes donc, qui ont été poursuivies, qui ont été traduites devant un tribunal correctionnel et qui ont été condamnées à une peine de prison. Mais il vous a échappé qu'il y a un petit écart, il y a une différence. Que sont devenus les 6000 autres personnes qui n'ont pas été condamnées, puisqu'il y a eu 8500 gardes à vue. Et ça, c'est important, ce que je vais vous dire. C'est vraiment important parce que ça dénote en fait pas seulement une répression judiciaire, et je m'en expliquerai dans quelques instants, mais également une répression politique. Et ça, c'est grave. Parce que ces 6000 personnes, ce sont des personnes qui ont été arrêtées parce que on les soupçonnait d'avoir commis une infraction. Quand une personne est soupçonnée d'avoir commis une infraction, on la met en garde à vue pour une durée de 24 heures, renouvelable une fois jusqu'à 48 heures. Ces 6000 personnes qui n'ont pas été traduites devant le tribunal correctionnel donc, ont bénéficié du régime de la garde à vue et ont été relâchées. Ça veut dire qu'elles n'avaient pas commis d'infraction, puisque le procureur de la République a considéré qu'il n'y avait pas lieu de les traduire devant un tribunal correctionnel. Donc c'est une répression politique. Là, vous sortez de cette salle, un policier peut vous mettre en garde à vue. Vous allez contester, vous dire, mais moi j'ai rien fait. Non, vous n'avez rien fait, mais je vous soupçonne d'avoir commis telle infraction. Il va vous regarder 24 heures pour les nécessités de l'enquête, à supposer qu'une enquête soit faite, et éventuellement 48 heures, s'il considère en fait qu'il y a lieu en fait à prolonger l'enquête. Donc c'est quand même extrêmement grave. 6000 personnes innocentes qui ont été en réalité, et ça je crois que vous l'avez tous compris, arrêtées de façon préventive. De façon à ce qu'elles n'aillent pas manifester. Comment arrête-t-on les personnes de façon préventive? On les met en garde à vue. Dissuasion. Voilà, on les dissuade. On les met en garde à vue lorsqu'elles arrivent le samedi matin par leur train, ou qu'elles arrivent sur le lieu de la manifestation, en indiquant par exemple, ah bah vous avez un masque. Bon, c'est pas une infraction, hein. Voilà, d'avoir un masque dans son sac, c'est pas une infraction. Vous avez un bâton. Très bien, je vous mets en garde à vue, participation à un groupement en but de commettre des violences. C'est souvent l'infraction en fait qui a été reprochée aux personnes qui, à l'entrée des manifestations, ont été placées en garde à vue. Donc il y a quoi, je crois, en fait, de réfléchir. Alors comment mettons une personne en garde à vue? Ça c'est important, parce qu'on va arriver sur le terrain de la répression politique. C'est le procureur de la République. Le procureur de la République donne des instructions aux policiers. Pour faire court, c'est le chef de la police. C'est lui qui décide, qui dit vous placez telle personne en garde à vue, vous renouvelez sa garde à vue, et c'est lui également qui décide à l'issue de la garde à vue s'il a lieu de vous traduire devant un tribunal correctionnel pour être jugé. C'est le procureur de la République.
Alors, il faut s'intéresser un petit peu à ce personnage, puisqu'on entend parler de beaucoup de choses sur le procureur de la République, donc il faut quand même apporter un certain nombre de précisions. Le procureur de la République, c'est un magistrat. C'est un magistrat donc, qui est recruté sur concours, qui passe 3 ans à l'École nationale de magistrature, et qui, au cours de sa carrière, devient procureur de la République. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il a toujours le statut de magistrat, alors que la Cour européenne des droits de l'homme, en 2006, a condamné la France sous le motif de son statut. Puisque la Cour européenne des droits de l'homme considère que le procureur de la République ne peut pas être un magistrat. Et pourquoi il ne peut pas être un magistrat? Puisqu'il dépend directement du pouvoir exécutif. C'est-à-dire qu'il prend ses instructions du parquet général, le parquet général prenant ses instructions du ministre de la Justice. Donc, en gros, ce n'est pas un magistrat, c'est un serviteur de l'État. Alors, concernant le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu une circulaire ministérielle, donc prise par Madame Belloubet, une circulaire qui date du 22 novembre 2018, et qui enjoint au procureur d'avoir un traitement particulièrement sévère à l'encontre des Gilets jaunes. C'est une circulaire qui est disponible, vous pouvez tous la lire, elle est disponible sur le site de Légifrance, qui est le service public de l'accès au droit. Pour vous dire le lien hiérarchique qui peut exister entre le procureur de la République et le ministre de la Justice. Ce sont des instructions, ce sont des ordres auxquels doivent déférer les procureurs de la République. Alors c'est important. C'est important parce que c'est le procureur de la République qui décide si vous allez être jugé ou pas par un tribunal correctionnel. Vous n'arrivez jamais en fait devant un tribunal correctionnel par hasard. La décision appartient au procureur de la République. À l'issue de la garde à vue, si vous avez des placés en garde à vue, le procureur de la République, il a plusieurs solutions. Soit il vous relâche, parce que vous n'avez rien fait, soit il fait en sorte que la police vous défère devant lui pour être interrogé, et il vous renvoie éventuellement pour être jugé devant un tribunal correctionnel. Il vous donne la date d'audience. Alors, dans le cadre de la comparution immédiate, c'est dans l'instant, c'est 1 heure après, où il vous adresse une convocation pour être jugé devant un tribunal correctionnel ultérieurement. Mais c'est important de le dire, parce que c'est lui, en fait, qui décide si vous allez être jugé ou pas devant un tribunal correctionnel. Donc, c'est une répression politique, puisque, comme je vous l'ai démontré, le procureur de la République dépend directement du pouvoir exécutif, directement du ministre de la Justice, qui lui dépend du Premier ministre, le Premier ministre qui dépend du Président de la République. Donc elle n'est pas indépendante. Voilà, donc la justice, en tout cas concernant le procureur de la République, n'est pas indépendante. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, concernant l'indépendance de la justice, puisqu'on va continuer sur ce terrain-là, les magistrats du siège. Les personnes qui vous jugent devant un tribunal correctionnel sont appelées les magistrats du siège. Les procureurs de la République sont appelés la magistrature debout. Alors, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, ça serait trop long. Les magistrats du siège, vous allez me dire, oui, mais ils sont indépendants, les magistrats du siège. Ce ne sont pas des procureurs de la République. Ils ne dépendent pas du pouvoir exécutif. Donc, à partir de là, ils sont censés rendre une justice complètement impartiale, en dehors de toute contingence politique. Moi, je vais vous démontrer une nouvelle fois que ce n'est pas le cas. Hormis le cas que, généralement, les magistrats ne manifestent pas, donc ils ne peuvent pas voir vraiment le terrain. Ça, c'est un premier élément, mais ça, c'est important, parce qu'il faut vivre les manifestations. Il faut les vivre pour savoir comment ça se passe. Un magistrat assis sur une chaise, je ne pense pas qu'il puisse juger comme ça sur un dossier. En tout cas, il faut les vivre. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, je vais revenir à cette fameuse circulaire. Donc, circulaire du 22 novembre 2018, qui enjoignait les procureurs à avoir un traitement particulièrement sévère à l'encontre des Gilets jaunes. Figurez-vous que quand vous lisez cette circulaire en entier, vous vous apercevez qu'en copie de cette circulaire, il y a les présidents de tribunaux de grande instance qui ont été mis en copie en fait de cette circulaire. Ce qui veut dire que les présidents des tribunaux de grande instance, qui je le rappelle ne sont pas des procureurs, c'est la magistrature assise. Les présidents des tribunaux de grande instance sont les responsables hiérarchiques des magistrats qui sont amenés à vous juger devant le tribunal correctionnel. Résultat des courses, vous l'avez bien compris, le magistrat
quand il va juger le gilet jaune, il a prêté lui la circulaire ministérielle, puisqu'il l'a eu en copie. Parce que cette circulaire lui a été transmise par son responsable hiérarchique, le président du tribunal de grande instance, qui a été en copie de cette circulaire donnée au procureur de la République. Donc à partir de là, on est en droit en fait de s'interroger sur une réelle indépendance de la justice. D'ailleurs, c'est assez clair, il suffit de regarder le résultat. Vous avez des personnes qui ont été condamnées à des peines de prison ferme, qui n'avaient pas de casier judiciaire, qui n'avaient pas commis de violence outrancière, parce que c'était souvent le cas quand elles étaient condamnées à des peines de prison ferme, à l'encontre des forces de l'ordre. Ça pouvait être des jets de projectiles. Il n'y a pas eu de préjudice corporel, physique à l'encontre des policiers. Elles ont été quand même condamnées à des peines de prison ferme. Alors que la pratique judiciaire normale, ça je peux vous l'assurer, je suis avocat, donc je la pratique quotidiennement face à ce type de situation. La personne est condamnée au pire à une peine de prison avec sursis. Si elle est déférée, parce que s'il y a eu un jet de projectile et il n'y a pas eu de préjudice physique, généralement c'est un rappel à la loi, etc. Voilà, ça ne va pas plus loin. Donc on est en face à une justice qui est complètement, à mon sens, dépendante du pouvoir exécutif. Donc je le répète, les parquets en fait qui défèrent les personnes devant les tribunaux correctionnels et les juges, donc qui jugent ces personnes en fait, sont influencés évidemment par les instructions données par le ministère de la Justice. Ça c'est un premier élément. Deuxième élément qui mène à cette répression politique, on n'en parle jamais assez, ce sont les préfets. Les préfets, qui sont les préfets? Quels sont les statuts des préfets? C'est quand même important de le dire. Alors pourquoi c'est important? Parce que je vous rappelle que ce sont les préfets qui prennent des arrêtés qui interdisent les manifestations. Ce sont également les préfets, en tout cas le bureau de la préfecture, qui négocie avec les organisateurs, qui négocie le trajet, etc. Les préfets, je crois que tout le monde le sait, sont les représentants de l'État. Ils sont nommés par décret du président de la République. Ce qui veut dire déjà qu'ils ne sont pas indépendants. D'accord? Ils sont nommés par décret par le président de la République. Ils répondent aux instructions du ministère de l'Intérieur, puisqu'ils dépendent en fait hiérarchiquement, ils sont sous tutelle du ministère de l'Intérieur. Donc forcément, les préfets, qui sont responsables, entre autres, du maintien de l'ordre public sur un territoire bien précis, une région généralement. Bon, à part à Paris, on a un préfet de police, c'est particulier, il a un statut particulier. En tout cas, les préfets, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en tout cas, la majorité du peuple, si j'ose dire, ce sont des politiques. Ce sont des politiques. Même s'ils ne sont pas élus, ce sont des politiques. Ils sont nommés par le pouvoir exécutif et ils exécutent les instructions du pouvoir exécutif. Alors c'est assez simple. Il suffit de voir les milliers, je dis bien des milliers, d'arrêtés préfectoraux qui ont été pris soit pour interdire une manifestation sous couvert d'un trouble à l'ordre public, super général, trouble à l'ordre public, ça ne veut strictement rien dire, ou soit pour modifier les trajets que proposaient les organisateurs en vue de la manifestation. Au risque qu'elle déborde Alors, au risque qu'elle déborde. Donc c'est aussi important de parler du rôle des préfets, qui en fin de compte, par ces arrêtés qui étaient complètement illégaux, après je ne vais pas rentrer dans la procédure pour contester les arrêtés, etc. Parce que on peut, mais alors c'est assez simple. Pour faire rapide, vous avez un préfet qui prend un arrêté pour interdire une manifestation. Il le prend l'arrêté le jeudi ou le vendredi, et le temps que vous saisissiez le tribunal administratif compétent en urgence, l'événement aura passé. Donc voilà, ça n'a aucun sens en fait de contester l'arrêté préfectoral devant un tribunal administratif, et les préfets évidemment le savent très bien. Donc ils prennent des arrêtés qui sont complètement illégaux. Alors ça peut aller, on interdit toute personne qui porte un gilet jaune. Voilà. Oui. Oui, voilà, ça peut être ça, mais moi j'ai vu des arrêtés, mais invraisemblables, qui n'étaient pas du tout motivés en droit, qui franchement n'avaient pas lieu d'être. Donc vous avez cette méthode de la part du gouvernement, en fait, de donner instruction au préfet pour limiter la liberté d'expression des citoyens en faisant
des arrêtés d'interdiction. Aujourd'hui, quand il y a des manifs, comment ça se passe? Sur la plupart du territoire français, donc il y a une déclaration à la préfecture qui est faite. Hein. Je rappelle quand même que normalement on n'a pas besoin de l'autorisation du préfet pour manifester, c'est une déclaration. Après, dans la pratique, il y a une négociation avec la préfecture, entre la préfecture et les organisateurs, mais en droit, on dépose sa déclaration et on va manifester. On n'est pas obligé de négocier. Tant qu'il n'y a pas d'interdiction. Tant qu'il n'y a pas d'interdiction. En fait, le préfet ne peut pas vous interdire de manifester tant qu'il n'a pas pris un arrêté préfectoral. Alors là, aujourd'hui, comment ça se passe? Aujourd'hui, en fait, vous avez de nombreux arrêtés, quasiment dans toutes les régions de France, qui autorisent les manifestations, mais qui modifient le trajet. Et en fait, qui autorisent les manifestations, mais où? Pas dans le centre-ville, mais en périphérie du centre-ville. Hein, comme à Paris, par exemple, on peut manifester. Vous avez manifesté dans les quartiers... Je vais pouvoir développer un peu. Oui, si je développerai. Voilà, vous pouvez manifester dans l'est de Paris. Hein, on ne manifeste pas dans le 8e, dans le 17e. Alors, les Champs-Élysées, n'en parlons plus. Hein. C'est complètement interdit à vie, si j'ose dire. Enfin, voilà. Donc maintenant, voilà, c'est dans les quartiers populaires. Hein. Allez manifester dans les quartiers populaires. N'allez plus manifester avenue de la Grande Armée ou sur les Champs-Élysées, parce que vous allez tout casser, etc. Donc voilà, aujourd'hui, on en est à Paris. Dans les autres régions, dans les autres villes de France, c'est pareil. À Lille, à Dunkerque, moi j'ai fait des manifestations dans le Nord, beaucoup. Oui, on pouvait manifester, mais en dehors du centre périphérique. Dans les jardins, etc. Voilà, de façon après que personne ne vous voit, le mouvement des Gilets jaunes c'est terminé, on ne les voit plus dans la rue, on ne les voit plus dans le centre-ville. Donc c'est terminé. Donc ils ont trouvé la méthode, la périphérie de la ville. Alors, tu veux peut-être... Oui, pour expliquer un petit peu l'orientation qu'on a pris. Donc, comme vous savez, au début, il n'y avait pas de manifestation déclarée et tout le monde allait là où on voulait. On appelait ça des sauvages. Ça a fonctionné un temps, jusqu'à ce qu'ils prennent des arrêtés où les commerces ont été arrêtés, complètement fermés sur Paris. Parce que là, il y a toutes les institutions. Hein. C'est pas tout à fait comme les grandes villes ou les villes de France. Paris, il y a les institutions, donc... Ils se protègent un petit peu et comme ils ont eu très peur, on s'est vu jusqu'à la circulation, les grands magasins, Galeries Lafayette, Printemps, imaginez-vous, hein, il y a beaucoup d'argent, hein, il y a des... Voilà. Tout ça fermé. Et du coup, ça leur permettait de pouvoir agir sur le terrain pour essayer de contenir les manifestants. Je ne rentre pas dans les détails, mais de les arrêter, d'intervenir, d'empêcher ou des dégradations ou des débordements, enfin voilà. Jusqu'à un moment donné où il y a eu ce cas où simplement, par exemple, pour vous donner un exemple, Hôtel de Ville, l'Assemblée nationale. Vous vous souvenez de ça, où d'ailleurs le boxeur a boxé. Voilà. Bon, c'était un combat quand même, c'était bien. Donc, la demande à la préfecture de police de Paris a été effectuée pour dire, voilà, on déclare le trajet, mais dans la mesure où ce n'était pas interdit, c'était autorisé. Et ils ont fait croire à tout le monde comme quoi que les manifestations n'étaient pas autorisées, alors que la loi dit tout le contraire. Jusqu'au jour où on les a enchaînés comme ça, et on s'est aperçu qu'il était plus important d'essayer de modifier la chose, voyant tous les blessés qu'on pouvait avoir, et des blessures très graves. Hein, tout le monde, on ne va pas revenir sur le passé, mais on a tous vu des scènes où il y a des gens qui sont blessés, des vidéos, voilà. On s'est dit, on va aller au bout des choses, on va attendre l'autorisation de la préfecture qui nous garantit, qui quelque part nous donnait une certaine légitimité par rapport aux signatures finales de l'acceptation, alors que normalement il n'y en a pas besoin. Mais on va dire que, voilà, on va dire qu'on a été jusqu'à là. Jusqu'au moment, alors j'ai organisé, je me souviens, les grosses manifestations qui étaient invalides, qui étaient de Bercy jusqu'à Charles de Gaulle, place de Charles de Gaulle, où on est passé devant les Galeries Lafayette, tout ça, il y avait, je sais pas, peut-être 60 000 personnes. Celle de Invalide, où on a fait tout le tour, où il y avait à peu près 40-50 000 personnes aussi. On a fait aussi celle des blessés, tellement on avait des blessés. On a fait celle avant à Bastille, où Jérôme Rodriguez avait perdu son œil. Et quelque part, ça nous confortait un petit peu de savoir que si des gens étaient blessés, au moins ils pouvaient se retourner contre l'État du fait qu'on avait leur signature de validité. Et donc, on a arrêté de vouloir le faire lorsque
On a fait la manifestation des blessés, où avant d'arriver à République, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont assisté à cette manifestation, je ne sais plus, c'est pas l'acte 12 ou 13, je ne me souviens plus. 12, voilà, on a été complètement nassés. Et moi, je suis arrivé en retard un petit peu avec les blessés, parce qu'on avait fait une commémoration avec des interviews juste avant. Et je les ai fait, j'ai réussi par négociation. Alors, sachez que quand vous avez une manifestation déclarée, vous avez un référent police qui vous accompagne sur toute la longueur. Plus, vous êtes avec le siège directement de la préfecture de police de Paris, où ils visionnent la manifestation ou d'où partent tous les ordres. Et en fonction des acceptations et des refus, vous avez des majors en chef, qui vous donnent les consignes et les autorisations selon aussi le préfet s'il autorise ou l'interdit. Voilà, imaginez-vous un peu. Donc on s'aperçoit que toute cette hiérarchie, en fin de compte, elle est politisée. Et qu'en fin de compte, c'est sous les ordres de la politique qu'ils répondent, et qu'ils accordent ou qu'ils refusent. Et donc, quand j'ai vu que République s'était nassé complètement, et on arrivait avec à peu près 600 personnes, dont tous les blessés, j'ai réussi à négocier difficilement, à les faire évacuer par une rue qui était sur, je ne me rappelle plus la rue, mais enfin bon, c'est pas important, on a réussi à les faire négocier. Donc, j'avais l'accord qu'on pouvait passer par là. Et j'ai vu tout de suite les limites de la coordination qu'ils pouvaient avoir entre eux, parce qu'en face, j'avais des policiers et j'avais des CRS, mais j'avais surtout des gens de la BAC, qui eux se sont complètement opposés au fait qu'on passe. Et du coup, j'ai fini par avoir les instructeurs d'ordre, les concernant, donc leur hiérarchie. Ça veut dire que les gens qui étaient habillés en policiers, qui étaient, ou les CRS ou quoi, sont partis. Les BACeux ne voulaient pas. Et je les ai menacés qu'on allait tous leur foncer dedans s'ils ne voulaient pas partir. Ils ont fini par détaler parce que juste, ils étaient en minorité. Croyez-moi que si ça n'avait pas été le cas, ils ne se seraient pas gênés à nous faire du mal. Pourtant, on avait les accords. Imaginez-vous. Et ça, c'est une négociation d'une demi-heure. Une demi-heure avec des blessés, avec des gens plus faibles, avec des gens en fauteuil, des gens qui sont invalides, et avec 600 personnes. Et donc, une fois qu'on a résolu ce problème-là, je suis retourné, bien sûr, parce que étant signataire de la déclaration de cette manifestation, je suis retourné à République pour essayer d'évacuer un maximum de personnes, sur lequel, comme les gens sont nassés, là aussi quelque chose qui est interdit, c'est que ça tapait de partout, ça fonçait, ça gazait, il y avait des blessés, mais on n'avait aucune issue de secours. On va dire, lorsque vous êtes en manifestation autorisée, même s'ils nassent, ils sont obligés de vous donner un lieu de sortie, ce que je n'avais pas. Et j'ai négocié pendant plus d'une heure pour l'avoir. Et pendant 3 heures, j'ai réussi à sortir peut-être 2000 personnes. Ceux qui sont restés après, c'est ceux qui ne voulaient pas sortir, qui voulaient dire on est là, on n'y est pas pour rien, et on ne va pas lâcher maintenant. Il restait du monde, je peux vous le dire, au moins autant. Mais dans tous les cas, j'ai réussi à faire sortir 2000 personnes. Mais au compte-gouttes, c'est-à-dire qu'en plus, ces gens-là, ils continuent à respirer du gaz. Il y a des gens qui étaient novices dans les manifestations, des gens de tout âge, des personnes âgées, mais il y avait aussi, j'ai vu, des enfants, des personnes faibles, et puis des citoyens lambda, aussi bien des passants qui s'étaient retrouvés dans la nasse. Pendant 3 heures, je les ai évacués. Et je n'ai pas bougé de là tant que ces gens-là n'étaient pas évacués. Et imaginez-vous à la fin, ça veut dire que quelque part, pour moi, il y a une non-assistance à personne en danger, pour moi, il y a une dérive de la loi, et pour moi, il y a une atteinte à nos libertés de pouvoir circuler, de pouvoir s'exprimer, alors qu'on a les autorisations en main. Vous voyez ? Je crois même que dans mon sac, je l'ai. Et déjà, ce qu'on revendiquait, juste pour faire très court, on l'avait déposé, c'était le 30 janvier 2019. Voilà, c'était pour la manifestation du samedi 2. Marche blanche pour les victimes gilets jaunes qui demandent que les enquêtes soient ouvertes et menées à terme. Interdiction des grenades LBD 40, ouverture d'une commission d'enquête parlementaire sur les méthodes des forces de l'ordre dans l'usage de la force contre les manifestants. Je peux vous dire qu'on peut la ressortir à toutes les manifestations qu'on fait, hein, celle-là. Je pense qu'elle n'est pas terminée. Et donc, pour vous dire à quel point c'est difficile. Et en même temps, en ayant négocié avant les autorisations de trajet, de circulation, de rue, parce que on vous bride en même temps sur les lieux à pouvoir aller. Et donc, on a décidé de faire un communiqué de presse pour dire à ce moment-là, stop, on n'est pas dupes, on donne quelque part, nous, en déclarant et en emmenant une certaine légitimité en vous disant, venez manifester dans de bonnes conditions. On a déclaré,
ben on vous expose et du coup, notre parole, notre responsabilité, ils nous la mettent en jeu. Ils nous impliquent dans... Oui, ça nous décharge, mais à la fois, si moi je vous dis de venir et je vous dis, voilà, c'est déclaré, vous risquez rien, c'est autorisé, et puis qu'à la fin, il vous arrive tout ce qui vous arrive, comme c'est arrivé pendant les 4 manifestations, sur les 4 samedis qu'on avait fait, avec des yeux crevés, avec des mains arrachées, avec des street medics qui avaient été dépouillés, tapés, blessés, des journalistes qui avaient été, je me rappelle, à République, qui avaient été piétinés, qui avaient été fracassés, des bras cassés. Je me dis à un moment donné, ma responsabilité à moi, est-ce que j'ai le droit, moi, à ce moment-là, de prendre cette responsabilité, de vous emmener avec moi ? Donc, dans ce cas-là, vous venez avec moi, mais je sais que les autres fois, ce n'est pas déclaré. Et c'était pour ça qu'on avait envoyé un communiqué de presse pour dire, vous vous servez de nous, vous vous servez du système, et en plus, vous nous posez à la police, au lieu de nous répondre, dans nos revendications, dans ce qui normalement est notre droit de pouvoir nous exprimer, et à la fois, vous nous réprimandez, et vous nous blessez, vous ne nous considérez pas. Et donc, on avait décidé d'arrêter ces déclarations. On les a reprises après, juste parce qu'ils ont voté la loi anti-casseurs, et ça a été très compliqué pour les gens pour pouvoir exprimer encore une nouvelle fois leur liberté. Et on a décidé de le faire plutôt que de le laisser aussi à des opportunistes et à des manifestations qui n'avaient pas forcément un sens d'aller là où on voulait aller. Parce que du fait que c'est devenu de plus en plus difficile de pouvoir aller là où on veut, de manifester là où on veut, comme il vous l'a exprimé. Et tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai rendez-vous à 17h à la préfecture de police de Paris, parce qu'on organise la manifestation contre les violences, pour le soutien des blessés, avec les 1400 signataires, artistes, gens du showbiz, de la variété, tout ça, avec Attaque, avec voilà, différents gilets jaunes, enfin voilà, le 29. Et donc j'ai déposé, juste pour information, je vous le dis, pour que vous compreniez à quel point c'est, depuis vendredi dernier. Normalement, les déclarations doivent se faire, on peut les faire par exemple le mercredi pour le samedi, on a 3 jours ouvrables. Donc moi, je leur envoyais avant pour pouvoir communiquer sur cette manifestation et être sûr d'avoir le trajet. J'ai déposé, avec l'aide de Espit, qui m'a un petit peu aussi orienté sur ce qu'on ne pouvait pas, parce que lui aussi il est déclarant, le Panthéon, et aller jusqu'au Trocadéro, en sachant qu'au téléphone, la personne que j'ai après avoir fait cette déclaration-là, en prévention de ce 29-là, donc presque plus d'une semaine, donc les 3 jours ouvrables, ils sont largement mis en place pour passer dans des endroits comme Boulevard Saint-Germain, tout ça, vous voyez, là où ils ne veulent pas qu'on aille. Voilà. Et ce qui, normalement, il n'y a aucune raison qu'on n'aille pas là. Juste par peur, parce qu'ils ne veulent pas nous voir et parce qu'ils ne veulent pas, déjà qu'on soit visible, mais en plus, ils protègent une certaine catégorie de personnes. Par exemple, si je voulais manifester rue de Varennes, je ne l'aurais pas. Pourtant, on est déjà passé rue du Bac, mais voilà, il y a bien longtemps, hein, je vous dis. Hein. Donc, pour vous dire que tout ça, c'est de la liberté d'expression, c'est tout est fait pour nous empêcher de le faire. Et tout à l'heure, j'ai rendez-vous parce qu'on m'a fait comprendre que le Panthéon Trocadéro, c'est même pas la peine d'y compter, par les chemins où j'ai voulu aller. Et je me dis quand même, il y a des artistes qui vont venir, il y a des blessés qui vont être là. Donc c'est pas là pour, on va dire, leur taper dessus. Si maintenant il y en a qui sont derrière, qui ont envie de partir en sauvage, qu'ils y aillent, il n'y a pas de problème, c'est pas moi qui vais les arrêter. Mais c'est surtout pour les alerter, les avertir, que sur après ces 7 mois, il est bon de leur rappeler qu'ils sont responsables de tous les blessés qu'on a, de toute l'oppression qu'on a subie, et de tout ce qu'on défend, et ce que tout le monde a payé pour pouvoir l'avoir. Et tous ces gens qui, aujourd'hui, l'ont payé de leur chair. Et donc là, tout à l'heure, je vais y aller, et il m'a fait comprendre que déjà, le parcours, il avait complètement changé. On n'est pas des syndicats. Voilà. C'est-à-dire que peut-être ils ont des acceptations par rapport à des avantages, nous, on n'a aucun avantage. C'est juste, on le fait par sincérité, on le fait pour défendre nos droits, et on n'est pas une organisation, on est des citoyens engagés, on n'appartient à aucune corporation, et il y en a même parmi tous ces gens qui ont des affinités ou des pensées différentes. Mais on est tous d'accord sur ça, on veut changer les choses. Donc nous, on n'est pas des syndicats, on ne peut pas m'acheter, moi, c'est pas possible. À la limite, on peut me mettre en prison, et j'ai pas peur, j'en ai rien à foutre, si je dois y aller, je vais y aller, parce que je vais en sortir un jour. Au pire, je ne suis pas tout seul à risquer d'être blessé, mais il y en a d'autres qui l'ont été. Ça ne les empêche pas de continuer à manifester. Je peux comprendre qu'il y en a qui ont peur, qui ont des conséquences sur toute leur vie. Mais moi, en quoi je dis que la justice va répondre ? Parce qu'à un moment donné, ces gens-là,
Ils sont visibles. Et moi, par rapport à eux, je ne peux pas arrêter. Et donc, d'aller jusqu'au bout, c'est ça. Donc, tout à l'heure, je vais aller pour négocier. Et explique, je l'ai invité à venir avec moi parce qu'il m'a demandé de le faire. J'ai dit, viens avec moi. Comme ça, j'ai un témoin. Mais c'est ça à chaque fois. On vous sort des menaces d'arrêté préfectoral que j'ai déjà eu. Par exemple, pour les actes, vous savez, il y a eu acte 1 qui s'est fait aux Champs-Élysées. Vous vous en rappelez, où on a fait un peu de ménage. L'acte 2, j'avais posé Bercy, centre-ville, j'avais mis alors 2 parcours sur le même. Ceux qui étaient fatigués, ils n'auraient pas été si loin. Et les autres, ils auraient pu aller plus loin. On passait pour aller jusqu'à Charles de Gaulle Étoile, passer par Boulevard Haussmann, Galerie Lafayette, tout ça. Bah, vous pensez bien qu'il y a de l'argent, il ne fallait pas déranger, il y a des touristes, tout ça. J'ai eu un arrêté préfectoral. Et l'autre partie, c'était les Halles de Châtelet. Donc ils avaient tellement peur qu'on recasse tout. Donc ça m'a été interdit. Ça m'a été interdit à 11h30 le vendredi pour une manifestation du samedi. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? J'appelle tous les gens qui sont co-signataires avec moi, tous les gens qui sont dans les AG. On me dit, sors-nous quelque chose, il y a trop de monde qui vient de province. En 5 minutes, on a trouvé un parcours qui va de Bercy à République. Le parcours, vous avez vu, énormément de monde. Pourtant, le parcours, il a été cassé après Bastille, où ils nous ont cassé le parcours volontairement pour nous séparer, où ils ont provoqué, où ils ont gazé, où ils ont frappé des gens. Et ça, ils n'ont pas d'autorisation de le faire. C'est juste des ordres pour casser les manifestants, pour empêcher les mobilisations, pour faire peur, pour dissuader. Et du coup, ça fait obligatoirement des blessés, des conséquences. Voilà. Et les derniers actes, voilà, que vous avez pu vivre, on n'a pas moins de blessés. Mais on va dire qu'on a essayé de montrer que, parce qu'on nous a décriés comme des casseurs, comme des gens voulant renverser toutes les institutions, alors que ce n'est pas le cas, on demande juste à vivre décemment, c'est que nous, on s'est battu. Pourquoi? Pour nos idées, et on va continuer à le faire. Ça prendra peut-être plusieurs formes, mais voilà, en ça, c'est important que vous compreniez que les négociations pour les parcours de déclaration, c'est pas rien, parce que ça nous engage aussi en tant que... je m'engage dans ma responsabilité. Il y a des règles, ils débordent un petit peu de leurs règles, et je peux vous dire que dans les premiers actes, ah oui, quelque chose qui était important, c'est qu'on nous a fait croire qu'on était obligé d'avoir un service d'ordre. Et assurance. Voilà, d'avoir une assurance, où je l'ai appelé direct, il me demandait à moi d'assurer la manifestation. Ouais. Allez, imaginez-vous un petit peu. Je l'ai appelé et je lui dis, mais est-ce que c'est vrai, ces conneries-là? Il me dit, ils veulent pas. Ils nous ont fait croire n'importe quoi. Et au début, on a réussi à mobiliser 200 bénévoles, gilets jaunes, qui se sont occupés de l'orientation des gens, de la sécurité, de tout ce qui est attrait. Et je peux vous dire qu'on a résisté, parce que c'était... Et on les a exposés, ces gens-là, ils se sont exposés. En seule guise de remerciement de l'État ou des institutions et des journalistes, parce qu'il y a les médias qui ont relayé derrière, on nous a fait passer pour des gens de l'extrême. Vous rappelez-vous, extrême droite, voilà, tout ce qu'on a pu entendre. Et pire que tout, c'est que les gens qui ont été bénévoles, on les a assimilés à ça. Donc vous pensez bien qu'après, les gens ne voulaient plus être ciblés, être montrés du doigt comme des gens de l'extrême, être assimilés à... Je me rappelle, ils avaient même sorti que des gens qui avaient participé à la sécurité, c'était des anciens militaires qui avaient fait des exactions à l'étranger. Mais il y a des gens qui faisaient partie de milices, mais c'est un citoyen. Moi, je n'ai pas regardé dans la vie des gens, je n'ai pas pris un CV, allez-y, je vous prends dans la sécurité. C'était que de la mobilisation, que de l'engagement personnel. On a essayé de s'organiser parce qu'ils nous ont obligés à le faire. Et après, on a vite compris, après quand on a connu un petit peu les lois, les avocats et tout ça, et donc ils nous ont expliqué qu'il n'y avait pas lieu, et on a demandé à ce qu'il n'y ait pas de service d'ordre, et on s'est débrouillé un petit peu autrement. Alors en plus, je précise en fait dans le service d'ordre, il y a un des membres qui vient de recevoir le prix Nobel de la paix, hein, parce que c'est un ancien casque bleu. Donc voilà, il est quand même loin d'être... Qui était avec nous. Hein. Voilà, pour le citer, c'est M. Guerrero. Toujours avec nous d'ailleurs. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà, donc il est vraiment loin d'être de l'extrême droite ou un mercenaire. Oui, explique. Je vais quand même intervenir par rapport à ce que vous dites, parce qu'il y a des choses qu'il faut quand même repréciser. Une manifestation déclarée, c'est une manifestation qui permet d'avancer groupée, et pas une manifestation protégée. Donc la protection, ensuite, elle va être faite par les forces de l'ordre, en effet. Donc quand j'ai déclaré que ce fut ici, donc l'acte 11 et 13, on avait en fait un service de sérénité. On venait en interposition entre les virulents et les forces de l'ordre pour faire reculer les uns et les autres. Donc c'est plutôt de la sérénité qu'on peut faire, mais ce n'est pas de la sécurité. Ça, c'est
ça qu'on déclare des manifestations, c'est pour que la préfecture prenne ses engagements de maintien de l'ordre, et ensuite le parcours doit être déclaré en fonction de la protection des commerces qu'ils arrivent à faire, des rues trop étroites qui disent c'est trop risqué, on n'arrivera pas à protéger, donc il faut plutôt des grands boulevards. Donc c'est uniquement dans le maintien de l'ordre qu'ils interviennent, et normalement ils ne devraient pas nous dire, comme ils nous le disent depuis le 13 généralement, vous n'avez plus l'Assemblée nationale, donc vous devez partir dans les commerces. C'est ça. Et là ils veulent qu'on aille dans les commerces, donc ça se passe mal, pour qu'on ait justement des casseurs entre guillemets qui cassent tout. Alors qu'on voulait plutôt partir sur les quais par exemple. Donc il faut arrêter d'être trop gentil dans vos interventions, je suis désolé. Il faut mettre les pieds dans le plat. Quand tu dis il a été élu démocratiquement, moi ça me fait bondir. On n'est pas en démocratie, il faut arrêter de parler de démocratie en France. Non, mais on sait qu'il y a des magouilles derrière. Non, mais je veux dire, on est d'accord sur tout ça. J'ai fait 10 gardes à vue. Dans les 10 gardes à vue, à chaque fois, les policiers me disent oui, mais on a un président de la République qui a été élu démocratiquement. Je comprends. 9 milliardaires. Dès le premier tour, appelé voter Macron, voter Chine, ce n'est plus une démocratie. Alors, on est dans un enfumage total. On va dire un système. Voilà. Peut-être que je me suis mal exprimé, mais tout le monde avait le ressenti de. Il ne faut plus utiliser le terme démocratie. Oui, dans une conversation, des fois ça glisse. Hein. Même eux, ils glissent. Tu voulais rajouter quelque chose juste avant? Oui, je tiens à préciser brièvement, c'est promis. Avant les questions. L'organisateur n'engage pas sa responsabilité juridique. Hein. Voilà, il n'est pas responsable. Si la manif se déroule mal, s'il y a des casseurs, s'il y a des vitrines pétées, etc., on ne va pas chercher sa responsabilité. Hein. C'est le préfet qui est responsable. De toute façon, on s'en fout. C'est du bon déroulement de la manifestation. On ne déclare pas. Je vais terminer par rapport à la préfecture. Si on est dans une démocratie, je pense que la préfecture accepterait de faire des débriefings. Or, ils refusent absolument de faire des débriefings pour qu'on puisse leur poser la question de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous nous avez arrêté à tel endroit, etc. Donc ça, c'est bien un signe qu'on ne sommes pas en démocratie. Je voudrais juste préciser, avant une question, que pour avoir échangé avec les gens qui nous reçoivent justement pour ces déclarations-là, que ESPIC connaît, puis tous ceux qu'on peut déclarer connaissent sur la préfecture de police de Paris, nous avait précisé quelque chose, c'était qu'ils avaient un savoir-faire et qu'on ne les écoutait pas. Et que c'est en fin de compte au-dessus, c'est-à-dire en parlant des politiques, qui donnaient des ordres et qui leur commandaient comment agir pour le maintien de l'ordre. Et c'est en ça que les gens qui nous recevaient n'étaient pas d'accord. Pourtant, ça ne les empêchait pas de s'exécuter. Mais dans tous les cas, c'était quelque chose qu'ils ont précisé en disant « Mais pourquoi on ne nous laisse pas faire? On le fait depuis des années, on sait le faire. Et c'est pas comme ça qu'on gère le maintien de l'ordre. » Et du coup, ils ont avoué à demi-mot, mais à force de discuter, parce qu'on finit par les connaître, ESPIC aussi les connaît intimement, je dirais presque. Donc, parce qu'ils ne sont pas méchants, mais je peux vous dire que c'est des exécutants quand même. Mais à un moment donné, comme on dit, il y a une déontologie dans chaque chose. Et il y a des choses qu'on peut accepter de faire ou pas faire. C'est pas parce qu'on a un ordre pour le faire ou qu'on a un métier, c'est important. Et donc, ils nous ont bien fait comprendre que ça vient d'en haut et qu'ils n'ont plus la main pour pouvoir faire comme eux ils voudraient et comme ils savent faire. Voilà, ça c'est pas à décharge, c'est juste pour une information. C'est comme Macron, ce sont des bulles de base vide. Alors, une seule question, parce que... Non. Qu'est-ce que vous pensez des ambitions personnelles. de l'action qui est financée par la LAN et instruite par un avocat auprès de la Cour européenne de justice, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, je connais bien le dossier puisque... Alors, j'ai pas participé directement, mais indirectement. Après, je me suis écarté du dossier dès lors que j'ai su que, en réalité, c'était Francis Lalanne qui chapeautait, qui finançait, puisque bon, voilà. Parce que c'était avant les européennes, je précise quand même. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Alors, concernant les honoraires, 30 000 €, je pense, je sais pas, je suis pas avocat agréé à la Cour pénale internationale, donc ça me semble un petit peu excessif. Alors, concernant l'action qui est en cours devant la Cour pénale internationale, je vais vous dire ce que je pense. Parce que moi, j'ai discuté avec plusieurs de mes confrères qui sont agréés à la Cour pénale internationale. Malheureusement, vous êtes déçus, mais il y a très peu de chances que ça aboutisse. Ah bon? Voilà, ça très peu. Pourquoi ça a peu de chances d'aboutir? Parce que déjà, on n'est pas un pays d'Afrique. Quoi? On n'est pas un pays d'Afrique. Ah. Voilà, ça c'est un premier élément. Voilà, il faut savoir que la France est un pays occidental, comme chacun sait, et qui est membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Il est membre. Non, mais c'est important de le dire. Donc, il y a une influence politique majeure aux Nations Unies.
Donc il y a vraiment très peu de chances que ça aboutisse. En plus, alors certes, il y a eu des blessés, etc. Il y a une population civile qui a été visée, qui a discriminé, hein, puisque bon, il y a une circulaire, comme je l'ai indiqué précédemment, à l'encontre d'une catégorie particulière de la population qui sont les gilets jaunes et qui ont des revendications politiques, même si ceux-ci sont apolitiques. Ça reste quand même des revendications politiques. Donc ça a peu de chances d'aboutir, parce qu'il y avait eu, malheureusement, je suis désolé de le dire, mais bon, il y a eu ces morts, il n'y a pas une... Voilà, on ne peut pas... S'il y a un mort. Là, mais je te parle pour les Nations Unies. Ah oui. Voilà, pour les Nations Unies. Donc il y a franchement, c'est malheureux, hein, mais il y a très peu de chances que ça aboutisse, mais en revanche, il fallait le faire. Ce qui est certain, c'est qu'il fallait le faire. Mais moi, je pense quand même que Pour ça montrer pourra qu'on aboutir sait- après leur mandat. Non, même après leur mandat, ça va pas... Non, ça va pas aboutir. On est dans la merde. Non, mais il fallait le faire. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Bon, une dernière question avant de passer. Monsieur. Alors, moi j'ai une question assez simple. Est-ce qu'on peut utiliser l'expression, donc, d'après vous, justice d'exception, parce que vous avez décrit, on va dire, dans les aspects on va dire, juridiques et légaux. Et deuxièmement, est-ce que le terme également d'ingénierie sociale, dans la manière dont vous avez détaillé je mets des guillemets ou manipulation, justement, est-ce qu'on est là-dedans ou on est plutôt dans des maladresses ou dans de la méchanceté, de la brutalité? Ah non, non, non. Il y a des donneurs d'ordre, il y a des exécutants, et ils se servent de tout ce qui peut se servir, de tous les moyens qu'il a. Et la police, c'est un moyen. Les médias, c'est un moyen. Tous les moyens qu'il a, il va l'utiliser. C'est pour ça qu'il y a très peu de médias qui sont indépendants, qui ont osé montrer leur engagement, leur différence, le fait de ne pas accepter leur neutralité, on va dire, mais à la fois leur impartialité, mais à la fois leur engagement. Donc c'est un peu contradictoire. D'ailleurs, il y en a un qui est là, mais voilà. Mais je leur ai dit de la même manière que du coup, ils se retrouvent un peu entre deux et ils sont attaqués par la masse qui, justement, bénéficie. Mais c'est un peu comme l'histoire des syndicats, c'est le problème. C'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont syndicalisés, qui demandent que leurs droits soient représentés par des gens qui sont censés négocier, qui, eux, ont des avantages, une légitimité, un monopole, parce qu'il n'y a qu'eux qui ont eu l'habitude, jusqu'à maintenant, de parler, de pouvoir négocier des avantages ou pas sociaux à travers ce qu'ils défendent, et puis qui, à la fin... pour une chose acceptée, vous en avez 10 que vous avez perdu, et puis il n'y a pas d'autre manière. C'est en ça qu'il était important de montrer notre coordination, notre légitimité en tant que citoyen. Et c'est en ça qu'on est légitime, parce que derrière ce gilet-là, je représente toutes les diversités qu'il peut y avoir. Et je ne suis pas dans une case. Je l'ai mis de côté, tout ce qui me représente, juste ma pensée, ma volonté, je l'ai mise au service de l'ensemble. Et ça, ils n'aiment pas, parce que pour négocier, c'est pas facile. Hein. Vous allez négocier avec qui? Avec moi? Mais il faut la légitimité de l'ensemble. Et on n'a pas, jusqu'à maintenant, de représentants légaux qui vont pouvoir être amenés à... Il y en a qui ont bien essayé, mais ça passera jamais. À moins qu'on arrive, nous, ensemble, à se mettre d'accord et à créer quelque chose, un socle, qui permette de le faire. Peut-être. Mais aujourd'hui, en vérité, ils ont été élus, même si ce n'est pas en démocratie, mais ils ont été élus par... ce système qui est fait, qui normalement devrait leur permettre, et ils sont là pour répondre à ce qu'on attend. Ce n'est pas du tout le cas. On attend des choses nous concernant, c'est pour ça que ce système il est fait dans ce pays avec tout ce qu'il y a et qui existe, qui n'est pas mis à notre service, qu'ils utilisent à leur service. Donc c'est détourné. Quelque part, c'est une trahison même des gouvernants. Parce qu'ils trahissent les intérêts des citoyens et des biens français. Enfin, de la France, mais je dis la France, mais tous les gens, voilà, ils sont pas dignes. On pourrait les accuser de traîtres, quelque part. Les mots sont forts, mais c'en est. Voilà. Alors, oui, mais attendez, demain, ils vont venir me chercher. Bonjour, au revoir. Mais non, mais moi, j'ai pas peur de le dire, mais à la limite, vous voyez, il y a un consensus, tout le monde est à peu près d'accord. Comment? Il y a un problème de temps. Ah, problème de temps, pardon. Alors, moi, je vais juste répondre à ta question sur la justice d'exception. Je pense que le terme, il est normal, il est fort. J'ai cité des chiffres tout à l'heure. Ça reste quand même inédit, si je veux dire, dans l'histoire de France. Et encore, quand je vous ai parlé de 8500 gardes à vue,
je ne vous ai pas parlé des retenues. Parce que quand ils nassaient les personnes, au mois de décembre et puis même après, quand ils les emmenaient dans le camion pour les retenir 4 heures au commissariat, ça, ce ne sont pas des gardes à vue. Ce n'est pas dans les chiffres de 8500 personnes en garde à vue. Il faut les rajouter. Puisque la loi, le code pénal, permet aux forces de l'ordre de procéder à un contrôle d'identité et de retenir une personne 4 heures. En principe, vous montrez votre carte d'identité, il n'y a pas de problème. Ils vous laissent partir. Alors que là, dans la situation présente, les personnes montraient leur carte d'identité et ils les retenaient quand même 4 heures, puisque le code pénal le prévoit. Donc on est vraiment dans une justice d'exception et à mon sens connotée évidemment d'une justice politique.